Moins de 0,2% des étudiants dans le monde réussissent à l'obtenir. C'est le score le plus convoité, le plus prestigieux, celui qui ouvre instantanément les portes de Harvard, Oxford, Stanford. Le 45 sur 45 au baccalauréat international. Et ce soir, quelque part dans une petite chambre de Hong Kong, alors qu'il est 3 heures du matin, un jeune étudiant de 16 ans est encore éveillé. La lumière bleutée d'une lampe de bureau éclaire son visage concentré. Autour de lui, des dizaines de fiches de révision, des manuels annotés, des surligneurs de toutes les couleurs. Dehors, la ville dort. Mais lui, il travaille. Ce n'est pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière. 6 mois plus tard, ce même étudiant reçoit ses résultats. 45 sur 45 au baccalauréat international. Le score parfait. Celui que moins de 0,2% des étudiants dans le monde réussissent à obtenir. Son nom apparaît dans les journaux locaux. Les universités les plus prestigieuses du monde lui envoient des lettres d'admission. Harvard, Oxford, Stanford. Mais voilà la vraie question. Qu'a-t-il fait différemment? Car ce n'était pas le plus intelligent de sa classe, ni celui qui avait la meilleure mémoire naturelle. Non, il avait simplement compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris. Un système, une approche, une philosophie qui transforme des étudiants ordinaires en machines à excellence. Tu te souviens de cet élève dans ta classe? Celui qui finit toujours premier, qui semble avoir un avantage secret, qui décroche des notes exceptionnelles pendant que toi tu te bats pour la moyenne? Oui, exactement celui-là. Peut-être qu'il est asiatique, peut-être pas, mais il a compris les règles du jeu. Et aujourd'hui, je vais briser le silence. Je vais te révéler exactement ce que ces étudiants d'élite font différemment. Pas des astuces superficielles, pas des conseils de motivation, non, les vraies stratégies, celles qui fonctionnent réellement dans les systèmes les plus compétitifs du monde. Parce qu'il est temps d'arrêter de jouer petit. Il est temps de comprendre que le système scolaire n'est pas ce que tu crois. Et il est temps de devenir non seulement le meilleur élève de ton école, mais potentiellement l'un des meilleurs de ta génération. Prépare-toi. Ce que tu vas découvrir va complètement changer ta façon d'aborder tes études. C'est parti. Laisse-moi te poser une question simple. Pourquoi vas-tu à l'école? Si tu as répondu pour apprendre, je dois te dire quelque chose d'important. Tu es dans l'illusion. Et cette illusion coûte cher. Elle coûte des points, elle coûte des opportunités, elle coûte ton avenir. Regarde autour de toi. Observe les étudiants qui passent des heures à écouter religieusement chaque mot du professeur. Ceux qui prennent des notes parfaites, colorées, organisées comme des œuvres d'art. Ceux qui font consciencieusement tous leurs devoirs, lisent tous les chapitres recommandés, participent à toutes les discussions. Et maintenant, regarde leurs notes. Souvent moyennes, parfois bonnes, rarement exceptionnelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu le moyen et l'objectif. Ils croient que l'école est un lieu d'apprentissage pur, de découverte intellectuelle, d'épanouissement personnel. C'est une belle vision, poétique même, mais complètement déconnectée de la réalité. La vérité brutale est celle-ci. Le système scolaire, particulièrement au lycée et dans les programmes internationaux exigeants comme l'IB, le A-Level ou le baccalauréat, est avant tout une compétition. Une compétition féroce où quelques points de différence déterminent si tu accèdes à l'université de tes rêves ou si tu dois te contenter d'un plan B. Les universités d'élite ne regardent pas si tu as appris beaucoup de choses. Elles regardent tes notes, tes résultats, ton classement. C'est mathématique, c'est implacable. C'est le système. Le conditionnement scolaire. Depuis la maternelle, on t'a conditionné avec certaines croyances. Écoute attentivement ton professeur, il sait mieux que toi. Fais tous tes devoirs, c'est important pour ta progression. L'essentiel n'est pas la note, c'est ce que tu apprends vraiment. Le travail paie toujours. Ces phrases sonnent bien, elles sont rassurantes, mais elles créent des étudiants qui travaillent beaucoup sans travailler efficacement. Des étudiants qui confondent effort et résultat, qui croient que passer 10 heures à étudier garantit une excellente note. Les meilleurs étudiants, eux, ont fait une révolution mentale. Ils ont compris que l'objectif n'est pas d'apprendre le plus possible, l'objectif est de performer le plus efficacement possible. C'est une distinction subtile mais absolument cruciale. Apprendre pour apprendre, c'est noble, mais performer, c'est stratégique. Et dans le système actuel, la stratégie gagne, toujours. La mentalité de l'excellence. Alors, comment adopter cette mentalité? Premièrement, accepte la réalité du système.
Tu n'es là pas pour devenir un érudit. Tu es là pour maximiser tes résultats académiques. Une fois que tu auras tes diplômes et que tu seras dans l'université de tes rêves, tu pourras prendre ce qui te passionne vraiment. Mais pour l'instant, joue le jeu. Deuxièmement, arrête le pilotage automatique. La plupart des étudiants fonctionnent comme des robots programmés. Ils vont en cours, écoutent passivement, font leurs devoirs, puis rentrent chez eux. Pas de réflexion, pas de stratégie, pas d'optimisation. Toi, tu vas devenir différent. Chaque action que tu entreprends dans ton parcours scolaire doit être analysée avec une question simple. Est-ce que cela me rapproche directement de la note maximale? Si la réponse est oui, tu continues. Si la réponse est non, tu ajustes. Cette simple question va transformer ta façon d'étudier. L'erreur des étudiants moyens. L'étudiant moyen pense que réussir, c'est assister à tous les cours, faire tous les devoirs, réviser la veille de l'examen et espérer que ça passe. L'étudiant d'élite pense différemment. Chaque minute compte. Chaque activité doit avoir un ROI, retour sur investissement, académique. Les examens se préparent des mois à l'avance. Rien n'est laissé au hasard. Regarde les étudiants asiatiques dans les meilleures écoles internationales de Hong Kong, Singapour ou Shanghai. Regarde comment ils approchent leurs études. Ce n'est pas de l'acharnement aveugle, c'est de la stratégie militaire appliquée à l'éducation. Ils ont compris que le système scolaire est un jeu, avec des règles précises. Et comme dans tout jeu, celui qui connaît le mieux les règles et les exploite intelligemment, gagne. Attention, ce que je vais dire maintenant va peut-être choquer certains. Mais c'est une vérité que les meilleurs étudiants connaissent depuis longtemps. Ton professeur n'est pas ton guide ultime vers la réussite. Je ne dis pas que les professeurs sont incompétents, loin de là. Beaucoup sont excellents, passionnés, dévoués. Mais leur rôle et ton objectif ne sont pas toujours alignés. Un professeur est formé pour enseigner une matière, pour transmettre des connaissances, pour faire comprendre des concepts. C'est son expertise, c'est sa mission. Mais un professeur, même excellent, ne maîtrise pas nécessairement l'art de décrocher la note maximale à un examen standardisé, parce que ce sont deux compétences différentes. Enseigner le contenu ne signifie pas optimiser la performance à l'examen. Cette distinction est fondamentale. Alors, comment gérer les heures de cours? Voici la stratégie que les étudiants d'élite appliquent. L'analyse en temps réel. Pendant que le professeur enseigne, il se pose constamment cette question. Ce contenu va-t-il directement m'aider à obtenir plus de points à l'examen? Si la réponse est oui, ils sont à 100% concentrés. Ils prennent des notes précises, ils posent des questions, ils veulent te comprendre en profondeur parce qu'ils savent que cette information sera testée. Si la réponse est non ou incertaine, ils optimisent leur temps différemment. Cas concret d'optimisation. Exemple 1, le cours de géographie. Imaginons que ton professeur de géographie passe 45 minutes à raconter des anecdotes sur ses voyages en Amazonie. C'est intéressant, certes, c'est culturellement enrichissant. Mais est-ce que cela t'aide à réussir ton examen sur les systèmes climatiques mondiaux? Non. L'étudiant moyen écoute poliment et perd 45 minutes. L'étudiant d'élite sort discrètement son manuel de géographie et révise le chapitre sur les zones climatiques, où il révise ses flashcards, où il prépare sa dissertation de la semaine prochaine. Il transforme un temps mort en temps productif. Exemple 2. Le cours d'informatique. Ton professeur d'informatique propose une activité ludique de création de jeux vidéo qui n'est pas notée et qui ne sera pas au programme de l'examen. Les autres étudiants s'amusent. C'est sympathique. Pendant ce temps, toi, tu utilises ces 90 minutes pour réviser tes formules de mathématiques, relire ton cours de physique ou rédiger ton essai d'économie. Tu n'es pas impoli, tu n'es pas arrogant, tu es simplement stratégique. Les limites et précautions. Maintenant, soyons clairs sur les limites de cette approche. Premièrement, tu dois connaître ta matière. Tu ne peux pas décider qu'un cours est inutile si tu n'as pas le niveau de compréhension suffisant pour en juger. Au début d'un nouveau chapitre, concentre-toi à 100%. Une fois que tu as compris les concepts de base, là, tu peux optimiser. Deuxièmement, ne sous-estime jamais l'importance des détails. Parfois, une remarque apparemment anodine du professeur peut contenir un indice sur ce qu'il sera à l'examen. Reste alerte.
Troisièmement, maintiens de bonnes relations avec tes professeurs. Ils évaluent souvent une partie de ta note finale. Tu peux optimiser ton temps sans être irrespectueux ou distinct. La règle d'or. Voici la règle d'or. Les cours sont un outil, pas une obligation religieuse. Utilise-les quand ils servent ton objectif. Optimise-les quand ils ne le servent pas. Le professeur est là pour enseigner. Toi, tu es là pour maximiser tes résultats. Ces deux objectifs se recoupent souvent, mais pas toujours. Et quand ils divergent, c'est ton objectif qui doit primer. Parce qu'à la fin de l'année, personne ne te demandera si tu as écouté religieusement tous les cours. On regardera seulement tes notes finales. Parlons maintenant d'un des plus grands pièges du système scolaire, les devoirs. Depuis l'école primaire, on t'a martelé cette idée. Fais tous tes devoirs, c'est important pour ton apprentissage. Et tu l'as cru. Tu as passé des heures, des centaines d'heures à remplir des exercices, à répondre à des questions, à faire des recherches. Parfois, ces devoirs t'ont aidé. Souvent, ils t'ont juste fait perdre du temps. Voici une vérité que peu d'étudiants réalisent. Tous les devoirs ne se valent pas. Certains sont essentiels, d'autres sont complètement inutiles pour ton objectif final. La matrice de décision. Les meilleurs étudiants appliquent une matrice simple pour évaluer chaque devoir. Axe 1. Est-ce que ce devoir est noté? Si oui, priorité haute. Sinon, passe à l'axe 2. Axe 2. Est-ce que ce devoir développe directement des compétences testées à l'examen? Si oui, tu le fais, mais optimisé. Sinon, tu le sautes. C'est brutal, c'est radical, mais c'est efficace. Cas pratique. Exemple 1. Les devoirs d'anglais. Ton professeur d'anglais te donne un devoir non noté. Lisez le chapitre 5 et soulignez toutes les métaphores et figures de style. L'étudiant moyen passe 2 heures à lire et surligner consciencieusement. L'étudiant d'élite se pose la question: est-ce que surligner des métaphores va m'aider à écrire un meilleur essai analytique? Réponse: pas vraiment. Identifier des figures de style dans un texte déjà écrit ne développe pas ta capacité à analyser, argumenter et rédiger. Alors que fait l'étudiant d'élite? Il saute ce devoir et à la place, il écrit un essai complet sur un sujet potentiel d'examen. Un essai structuré avec introduction, développement, conclusion, un essai qu'il peut faire relire, améliorer et dont il pourra réutiliser des éléments le jour J. Même temps investi, résultat radicalement différent. Exemple 2. Les exercices de mathématiques. Ton professeur te donne 50 exercices sur un chapitre que tu maîtrises déjà parfaitement. L'étudiant moyen les fait tous, même s'il réussit les 10 premiers sans erreur. L'étudiant d'élite en fait 5 pour confirmer sa maîtrise. Dès qu'il voit qu'il n'apprend rien de nouveau, il arrête et passe au chapitre suivant qu'il ne maîtrise pas encore. Pourquoi répéter ce que tu sais déjà? Le temps est ton ressource la plus précieuse. La philosophie du travail utile. Comprends bien ceci, l'objectif n'est pas de travailler beaucoup, l'objectif est de travailler utilement. Il y a une différence énorme entre être occupé et être productif. Tu peux passer 8 heures par jour à faire consciencieusement tous tes devoirs et progresser lentement. Ou tu peux passer 4 heures par jour sur les activités qui maximisent vraiment ton score et progresser rapidement. Les étudiants asiatiques dans les écoles internationales ont compris ce principe. Ils ne font pas tout. Ils font ce qui compte et ils le font à la perfection. Les risques et comment les gérer. Maintenant, cette stratégie comporte des risques que tu dois gérer intelligemment. Risque 1. Les devoirs non notés peuvent devenir notés. Solution: reste informé. Demande toujours au professeur si le devoir sera évalué d'une manière ou d'une autre. Certains professeurs donnent des points de participation pour les devoirs faits. Risque 2. Certains devoirs préparent indirectement l'examen. Solution: fais une analyse honnête. Parfois, un devoir apparemment simple développe une compétence sous-jacente importante. Apprends à distinguer. Risque 3. Les professeurs remarquent quand tu ne fais pas les devoirs. Solution: sois stratégique mais pas arrogant. Fais suffisamment de devoirs pour maintenir une bonne image, mais concentre ton véritable effort sur ce qui compte. La règle des 80-20 appliquée aux devoirs. Le principe de Pareto s'applique parfaitement ici. 20% des devoirs produisent 80% des résultats. Identifie ces 20%. Fais-les brillamment. Pour les 80% restants, optimise ou élimine. Cette approche te libère du temps.
Un temps précieux que tu vas investir dans des activités à fort impact. Révision ciblée, entraînement aux examens, tutorat, préparation mentale. On entre maintenant dans un territoire plus sensible, plus controversé. Mais si on veut parler honnêtement des stratégies que certains étudiants d'élite utilisent, on ne peut pas éviter ce sujet. Parlons de l'absence stratégique. Avant de continuer, je dois être absolument clair. Ce n'est pas un conseil que je te recommande de suivre aveuglément. C'est une stratégie que certains étudiants dans des systèmes spécifiques utilisent et je te la présente pour que tu comprennes la mentalité d'optimisation extrême. Le contexte culturel. Dans certains pays asiatiques, particulièrement à Hong Kong, Singapour et certaines régions de Chine, il existe une culture de l'optimisation académique poussée à l'extrême. Là-bas, les semaines précédant les examens finaux, certains étudiants calculent précisément quels cours ils peuvent manquer sans conséquences graves pour gagner du temps de révision. Ils analysent. Quels cours n'enseignent plus de nouveaux contenus? Quels cours font principalement de la révision collective? Quels professeurs tolèrent les absences? Quel est le nombre d'absences autorisées, avant sanction? Et ils optimisent en conséquence. La logique derrière cette approche. Pourquoi certains étudiants font-ils cela? La réponse est simple. Gestion du temps et de l'énergie. Imagine que tu sois à 3 semaines de tes examens finaux. Tu as 5 matières à maîtriser. Tu es faible en mathématiques et en physique, mais excellent en langue et sciences humaines. Option A. Tu vas à tous tes cours d'anglais et d'histoire où le professeur fait de la révision collective qui ne t'apporte rien de nouveau. Tu perds 6 heures cette semaine. Option B. Tu manques stratégiquement ces cours et tu utilises ces 6 heures pour faire 3 sessions de tutorat intensif en mathématiques et physique là où tu en as vraiment besoin. Logiquement, l'option B maximise tes chances de réussite. Les conditions strictes. Maintenant, si jamais tu considères cette approche, voici les conditions absolues. Connais parfaitement le règlement de ton établissement. Certaines écoles ont des politiques d'assiduité strictes qui affectent tes notes. Ne prends pas ce risque. Assure-toi que les cours manqués ne couvrent pas de nouveaux contenus essentiels. Tu dois avoir accès au planning du cours et confirmer qu'il s'agit seulement de révision. Utilise le temps gagné de manière ultra productive. Si tu manques un cours pour rester chez toi à regarder des séries, tu es juste un étudiant paresseux, pas un stratège. Maintiens une excellente relation avec le professeur. Parfois, une conversation honnête fonctionne. Professeur, je maîtrise déjà très bien cette matière, puis-je utiliser ce temps pour me concentrer sur mes faiblesses? Ne recommande jamais cette approche à d'autres. C'est une décision personnelle qui doit être mûrement réfléchie selon ta situation spécifique. Pourquoi Hong Kong domine l'IB? Tu te demandes peut-être pourquoi Hong Kong a systématiquement certaines des meilleures écoles IB au monde. Pourquoi leurs étudiants obtiennent des scores moyens bien au-dessus de la moyenne mondiale? C'est en partie à cause de cette culture d'optimisation extrême. Les étudiants là-bas ne laissent absolument rien au hasard. Chaque minute est calculée, chaque action est stratégique. Ils ont compris que dans un système aussi compétitif que l'IB, baccalauréat international, où quelques points déterminent si tu vas à Oxford ou à une université locale, tu dois utiliser tous les leviers d'optimisation disponibles. L'alternative responsable. Pour être clair, je ne t'encourage pas à assécher les cours. Ce que je t'encourage à faire, c'est d'adopter la mentalité derrière cette stratégie, l'optimisation impitoyable de ton temps. Tu peux obtenir le même résultat de manière plus conventionnelle. Demande officiellement des permissions d'absence pour révision. Négocie avec tes professeurs pour des arrangements alternatifs. Utilise les pauses, temps libre et créneaux d'études supervisés de manière ultra productive. Organise des sessions d'études intensives en dehors des heures de cours. L'essentiel est de comprendre que chaque heure compte et que 1 heure passée dans un cours qui ne t'apporte rien est 1 heure perdue qui pourrait transformer tes résultats si elle était mieux investie. On arrive maintenant au cœur du sujet, au véritable secret qui sépare les étudiants bons des étudiants exceptionnels. Ce n'est pas leur intelligence, ce n'est pas leur capacité de travail, ce n'est même pas leur discipline. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus puissant, mais que peu d'étudiants utilisent correctement. Le tutorat stratégique. Voilà pourquoi les écoles IB de Hong Kong dominent le classement mondial. Voilà pourquoi certains étudiants asiatiques semblent avoir un avantage injuste. Voilà le véritable secret. La différence entre un bon et un excellent tuteur.
Attention, je ne parle pas de n'importe quel tuteur. Un tuteur moyen va simplement réexpliquer le cours. Il va t'aider à comprendre les concepts que tu n'as pas saisis en classe. C'est utile, certes, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre l'excellence. Un tuteur d'élite, lui, fait quelque chose de radicalement différent. Il ne t'enseigne pas seulement la matière, il t'enseigne le système de notation. Laisse-moi t'expliquer la différence avec un exemple concret. Exemple. L'essai d'histoire en IB. Imaginons que tu doives écrire un essai d'histoire pour l'IB. Le sujet, dans quelle mesure la Première Guerre mondiale était-elle inévitable? Approche du tuteur moyen. Il va te parler des causes de la guerre, les alliances, l'attentat de Sarajevo, le nationalisme, l'impérialisme. Il va t'aider à comprendre le contexte historique. Résultat, tu comprends l'histoire. Tu rédiges un essai correct, tu obtiens peut-être 5 ou 6 sur 7. Approche du tuteur d'élite. Il te montre le barème de notation exact de l'IB. Il te dit « Regarde, pour obtenir 7 sur 7, tu dois obligatoirement inclure 3 éléments. Une évaluation critique des sources, une analyse des différentes perspectives historiographiques et une conclusion nuancée qui montre la complexité du sujet. » Il te donne ensuite des modèles d'essais ayant obtenu 7 sur 7. Il te montre la structure exacte, les phrases de transition qui fonctionnent, le vocabulaire qui impressionne les correcteurs. Résultat, tu sais exactement ce que les examinateurs cherchent. Tu rédiges un essai calibré précisément pour le système de notation. Tu obtiens 7 sur 7. Tu vois la différence? Ce qu'un excellent tuteur t'apporte. Un tuteur d'élite possède plusieurs avantages décisifs. 1. Il connaît intimement le système d'évaluation. Il a lui-même obtenu des scores parfaits. Il sait exactement comment les points sont attribués, il connaît les critères précis, même ceux non explicitement mentionnés dans le curriculum officiel. 2. Il te donne des modèles testés. Pourquoi réinventer la roue? Il te fournit des structures de réponse qui fonctionnent, des formats d'essais éprouvés, des méthodes de résolution de problèmes optimisées. 3. Il anticipe les pièges. Il sait où les étudiants perdent stupidement des points, les erreurs classiques, les malentendus fréquents. Il t'aide à éviter ces pièges avant même que tu ne les rencontres. 4. Il personnalise ta stratégie. Il identifie tes forces et faiblesses spécifiques. Il construit un plan d'attaque sur mesure. Il sait dans quelle matière tu dois investir plus de temps et lesquelles tu peux optimiser. 5. Il te donne un avantage compétitif. Pendant que les autres étudiants tâtonnent, essayant de comprendre ce que les examinateurs veulent, toi, tu as accès direct à l'information. C'est comme avoir la carte d'un jeu vidéo pendant que les autres jouent à l'aveugle. L'écosystème du tutorat à Hong Kong. À Hong Kong, le tutorat est une véritable industrie. Les meilleurs tuteurs sur des célébrités. Certains gagnent des millions de dollars par an. Les cours sont diffusés à des centaines d'étudiants simultanément dans des salles de cinéma. Pourquoi ce phénomène? Parce que les parents et les étudiants ont compris que dans un système aussi compétitif, tu ne peux pas te permettre d'avancer seul. Tu as besoin d'un guide qui connaît parfaitement le terrain. Les meilleurs étudiants là-bas ont parfois 3, 4, voire 5 tuteurs différents. Un pour les maths, un pour les sciences, un pour les langues, un coach général qui coordonne l'ensemble. C'est une machine militaire académique. Comment trouver le bon tuteur? Si tu veux utiliser cette stratégie, voici comment procéder. Critère numéro 1. Résultats prouvés. Ne prends jamais un tuteur qui ne peut pas te montrer ses propres résultats ou ceux de ses anciens élèves. Tu veux quelqu'un qui a obtenu 7 sur 7 en IB ou 20 sur 20 au bac ou A+ en LLevel. Critère 2. Connaissance du système de notation. Lors du premier contact, pose cette question. Peux-tu m'expliquer exactement comment les points sont attribués dans cette matière? Si le tuteur hésite ou donne des réponses vagues, cherche quelqu'un d'autre. Critère 3. Approche stratégique. Un bon tuteur ne te fait pas juste travailler plus, il te fait travailler mieux. Il doit te proposer des raccourcis légitimes, des optimisations, des stratégies. Critère 4. Matériel de qualité. Il doit posséder une banque de ressources. Anciens examens corrigés, modèles de réponse, fiches synthétiques, exercices ciblés. S'il improvise tout, c'est insuffisant. Oui, un bon tuteur coûte cher, mais c'est un investissement, pas une dépense. Calcul. Quelques milliers d'euros en tutorat peuvent faire la différence entre une université moyenne et une université d'élite.
entre une bourse d'études et payer plein tarif, entre un diplôme qui ouvre toutes les portes et un diplôme ordinaire. Le retour sur investissement peut être de 100x, 1000x sur ta carrière. Si tu n'as pas les moyens financiers, il existe des alternatives. Trouve un étudiant récemment diplômé avec d'excellents résultats et propose-lui un échange. Aide-le dans un domaine où tu es fort et il t'aide dans sa spécialité. Forme un groupe d'études avec les meilleurs élèves de ta classe et partagez vos stratégies. Utilise des ressources en ligne. Certains anciens étudiants partagent gratuitement leurs méthodes sur YouTube ou des forums spécialisés. Contacte des associations d'étudiants des grandes universités qui proposent du mentorat gratuit. L'essentiel est de comprendre ce principe. Apprendre seul prend beaucoup plus de temps qu'apprendre avec quelqu'un qui a déjà réussi le parcours. Il est temps de briser un mythe extrêmement populaire sur Internet. Un mythe qui rassure les étudiants paresseux et qui freine ceux qui veulent vraiment exceller. Tu l'as sûrement entendu 1000 fois. Travaille intelligemment, pas durement. Ou cette variante, mieux vaut 2 heures de travail intelligent que 10 heures de travail acharné. Ça sonne bien, n'est-ce pas? C'est rassurant. Ça te fait croire que tu peux obtenir des résultats exceptionnels avec un minimum d'effort tant que tu utilises les bonnes techniques. Laisse-moi être brutal avec toi. C'est un mensonge confortable. Dans les programmes académiques vraiment compétitifs, l'IB, les classes préparatoires, le high level, le Gaokao chinois, la quantité de travail est un facteur déterminant. Pourquoi ? Parce que ces systèmes testent non seulement ta compréhension, mais aussi ta capacité à mémoriser et à restituer une quantité massive d'informations sous pression de temps. Regarde le programme de l'IB par exemple. Tu dois maîtriser 6 matières simultanément. Pour chacune, tu dois connaître des dizaines de définitions précises, des théories complexes avec leurs nuances, des études de cas détaillées, des formules et leurs applications, des méthodologies spécifiques de réponse, des exemples concrets pour illustrer chaque concept. Et tu dois pouvoir tout restituer rapidement, clairement, parfaitement, pendant un examen de 3 heures. Comment crois-tu que cela se fait? Par magie? Par des astuces d'apprentissage? Non, par un travail massif, intelligent et intensif. Voici l'équation honnête. Résultats exceptionnels égale volume de travail fois intelligence du travail fois intensité du travail. Ce n'est pas ou, c'est et. Tu dois travailler intelligemment. Avoir les bonnes stratégies, savoir ce qui compte, optimiser ton approche. Et tu dois travailler durement. Investir des heures, beaucoup d'heures dans la mémorisation et la pratique. Et tu dois travailler intensément, avec concentration, sans distraction, avec un focus absolu. Les 3 éléments sont nécessaires. Enlevant un seul, et tu n'atteindras jamais l'excellence. Parlons de quelque chose que personne n'aime entendre, la mémorisation brute. Oui, comprendre est important, mais dans beaucoup de matières, il arrive un moment où tu dois simplement mémoriser. En biologie, les cycles cellulaires, les noms scientifiques, les processus biochimiques. En histoire, les dates, les noms, les événements, les contextes. En économie, les définitions précises, les théories, les économistes et leurs contributions. En chimie, les formules, les réactions, les propriétés des éléments. Et ça ne se fait pas en 2 heures de travail intelligent. Ça se fait par répétition, révision, consolidation. Ça prend du temps, des dizaines et des dizaines d'heures. Voici quelque chose que les meilleurs étudiants comprennent. Plus tu mémorises et maîtrises en amont, moins tu as besoin de réfléchir pendant l'examen. Imagine 2 étudiants face à une question d'examen. Étudiant A. Il a compris les concepts, mais il doit réfléchir pendant l'examen pour retrouver les informations, reconstruire le raisonnement, se souvenir des exemples. Il perd du temps, il hésite, il stresse. Étudiant B.
Il a tellement révisé que la réponse est quasi automatique. Il voit la question et les éléments de réponse apparaissent immédiatement dans son esprit. Il écrit rapidement, avec confiance, sans hésitation. Qui obtient la meilleure note? Qui termine l'examen avec du temps pour relire? Qui gère mieux son stress? L'étudiant B. Toujours. Et pourquoi est-il à ce niveau? Parce qu'il a investi le temps nécessaire en amont. Pas 2 heures, pas 10 heures. Des centaines d'heures de révision intelligente, répétée, consolidée. Tu veux savoir combien de temps les étudiants qui obtiennent 45 sur 45 à l'IB travaillent réellement? D'après les études et témoignages, entre 4 et 6 heures par jour en moyenne pendant 2 ans. Les semaines avant les examens, 8 à 12 heures par jour. C'est la réalité. Pas des vidéos YouTube qui te promettent le succès avec des hacks et des sessions de 25 minutes. Les étudiants asiatiques qui dominent les classements, beaucoup travaillent 6 jours sur 7, souvent tard le soir. Ce n'est pas glorieux, ce n'est pas équilibré, mais c'est efficace. L'efficacité est importante, bien sûr, mais l'efficacité sans volume ne produit que des résultats moyens. Tu peux avoir les meilleures techniques de mémorisation du monde. Si tu ne les appliques que 1 heure par jour, tu n'iras pas loin dans un système compétitif. C'est comme la musculation, tu peux avoir le meilleur programme d'entraînement, mais si tu ne vas à la salle qu'1 fois par semaine, tu ne deviendras jamais fort. Le volume compte. Le volume compte énormément. Alors, voici la formule honnête pour l'excellence académique. Travaille intelligemment, plus travaille durement, plus travaille longtemps, égale domination. Pas d'excuses, pas de raccourci magique, juste la vérité. Si tu veux être dans le top 1%, tu dois faire ce que 99% des étudiants ne sont pas prêts à faire. Sacrifier ton confort, ton temps libre, tes distractions, pour investir massivement dans ta réussite. Parlons maintenant de l'ennemi invisible qui sabote les résultats de millions d'étudiants chaque année. Ce n'est pas le manque d'intelligence, ce n'est pas le manque de volonté. C'est quelque chose de beaucoup plus insidieux, de beaucoup plus dangereux. Les distractions. Tu es peut-être en train de penser « Ah oui, je sais, il faut éteindre son téléphone pendant qu'on étudie. » Non, ce n'est pas suffisant. Pas du tout. Je parle d'une élimination totale, radicale, impitoyable de toute forme de distraction pendant tes sessions d'études. Beaucoup d'étudiants croient qu'ils peuvent étudier efficacement tout en gardant leur téléphone à proximité pour les urgences, écoutant de la musique avec parole, ayant plusieurs onglets ouverts sur leur ordinateur, répondant aux messages rapidement, toutes les 10 minutes, regardant une série en arrière-plan pour se détendre. Ils se mentent à eux-mêmes. Les neurosciences sont claires là-dessus. Le cerveau humain ne peut pas faire plusieurs tâches cognitives simultanément. Ce que tu fais, c'est du task switching. Tu bascules rapidement d'une tâche à l'autre. Et chaque basculement a un coût. Chaque fois que tu quittes ton étude pour regarder une notification, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver ton niveau de concentration initial. 23 minutes. Imagine que tu étudies pendant 2 heures et que tu te laisses distraire 5 fois. Tu viens de perdre l'équivalent d'1 heure complète de concentration profonde. Voici comment les étudiants d'élite gèrent leur session d'études. Avant de commencer, le téléphone est éteint, pas en silencieux, pas en mode avion. Éteint et rangé dans une autre pièce. L'ordinateur n'a qu'un seul onglet ouvert, celui dont tu as besoin pour étudier. Tous les autres sont fermés. Les notifications de toutes les applications sont désactivées. Tu préviens ton entourage. Je suis en session d'études profonde. Ne me dérangez pas sauf urgence absolue. Tu prépares tout ce dont tu as besoin. Notes, manuel, eau, stylo. Pas d'excuses pour interrompre la session. Pendant la session. Tu étudies. Point. Pas de petite pause Instagram. Pas de « je réponds vite à ce message », pas de « je vérifie juste mes emails ». Tu es dans une bulle de concentration absolue. Je vais être controversé ici, mais quelqu'un doit le dire. La technique Pomodoro, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, n'est pas adaptée pour l'étude intensive de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'elle fragmente ta concentration. Juste au moment où tu entres dans un état de flow profond, où ton cerveau commence vraiment à traiter l'information de manière complexe, le timer sonne et tu interromps tout. C'est contre-productif.
La technique Pomodoro est excellente pour les tâches répétitives, la gestion de tâches administratives, les personnes qui débutent et qui doivent construire leur discipline. Mais pour une étude profonde, pour maîtriser des concepts complexes, pour mémoriser massivement, tu as besoin de sessions longues, ininterrompues, de concentration intense. Les meilleurs étudiants travaillent en bloc de 90 minutes à 3 heures, sans interruption, sans récompense intermédiaire, sans de petits breaks. Voici quelque chose que notre génération a perdu, la capacité de tolérer l'ennui. Nous avons été conditionnés à chercher constamment la stimulation. Une vidéo TikTok de 15 secondes, un mème drôle, une notification dopaminergique. Résultat, notre cerveau est devenu dépendant à la stimulation constante. Et l'étude, par nature, n'est pas constamment stimulante. Apprendre des formules mathématiques, pas très excitant. Mémoriser des dates historiques, plutôt ennuyeux. Relire ses notes pour la 5e fois, franchement pas fun. Mais c'est nécessaire. Et les meilleurs étudiants ont développé quelque chose que tu dois absolument cultiver. La tolérance à l'ennui productif. Ils acceptent que l'étude ne soit pas toujours agréable. Ils n'ont pas besoin que ce soit fun. Ils n'ont pas besoin de se récompenser toutes les 20 minutes. Ils font ce qui doit être fait. Point final. Créer un environnement propice est crucial. Règle 1. Zéro distraction visuelle. Ton bureau doit être vide. Juste tes matériaux d'étude. Pas de décoration, pas d'objets amusants, pas de figurines. Rien qui puisse capter ton attention. Règle 2. Silence ou bruit blanc. Soit tu étudies dans le silence complet, soit tu utilises du bruit blanc ou des sons de nature sans variation. Pas de musique avec paroles. Ton cerveau ne peut pas traiter du langage, les paroles, tout en essayant d'apprendre du nouveau contenu linguistique. Règle 3. Température contrôlée. Une pièce légèrement fraîche, 18-20 degrés, maintient ton cerveau alerte. Trop chaud et tu deviens léthargique. Règle 4. Luminosité adéquate. Une bonne lumière, idéalement naturelle, réduit la fatigue oculaire et maintient ton cycle circadien optimal. Règle 5. Position assise correcte. Une chaise confortable, mais pas trop. Tu dois être alerte, pas en train de somnoler. Si tu es vraiment sérieux dans ta démarche d'excellence, tu dois considérer une désintoxication digitale plus large. Pendant les périodes d'examen, 1 à 2 mois avant, supprime les applications de réseaux sociaux de ton téléphone. Bloque les sites distrayants sur ton ordinateur. Limite ton usage de YouTube aux vidéos éducatives directement liées à tes matières. Informe tes amis que tu es en mode focus extrême et que tu ne seras pas disponible pour des conversations non urgentes. C'est radical? Oui. C'est nécessaire pour atteindre l'excellence? Absolument. Tu peux avoir une vie sociale équilibrée après les examens, mais pendant la période critique, tu dois faire des sacrifices. Voici la bonne nouvelle. Cette discipline devient plus facile avec le temps. Les premières sessions de 2-3 heures de concentration absolue seront difficiles. Ton cerveau va résister. Tu vas avoir envie de vérifier ton téléphone. Tu vas te sentir inconfortable. Mais si tu tiens bon, si tu te forces, ton cerveau s'adapte. Après quelques semaines de pratique, la concentration profonde devient ton état naturel pendant l'étude. Tu n'as plus besoin de lutter, c'est automatique. Et c'est là que la magie opère. C'est là que tu commences vraiment à progresser exponentiellement. On arrive maintenant à la philosophie globale qui unit tous ces principes. Beaucoup de contenus sur la réussite scolaire essaient de te vendre une vision confortable. Tu peux avoir d'excellents résultats tout en ayant du temps pour tes loisirs, tes amis, tes passions. C'est possible d'avoir de bons résultats comme ça. Peut-être même de très bons résultats. Mais si tu veux des résultats exceptionnels, si tu veux être dans le top 0,1%, si tu veux ce 45 sur 45 à l'IB, ce 20 sur 20 au bac, ce score parfait qui ouvre toutes les portes, alors tu dois accepter une vérité dérangeante.
Pendant la période critique de préparation, l'excellence académique doit devenir ta priorité absolue. Pas une priorité parmi d'autres, la priorité. Comprends bien, je ne parle pas de sacrifier ta vie entière. Je parle d'une période intense et limitée dans le temps. Si tu es en dernière année de lycée, tu as environ 18 à 24 mois de préparation intensive. C'est tout. 24 mois où tu vis, respires, manges l'excellence académique. Après, tu auras toute ta vie pour profiter. Tu auras accès aux meilleures universités. Tu auras des opportunités extraordinaires. Tu auras construit une discipline qui te servira toute ta vie. Mais pendant ces 24 mois, Tu auras appris à fixer des objectifs ambitieux, créer des stratégies, maintenir un focus intense sur de longues périodes, sacrifier le plaisir immédiat pour des gains futurs, performer sous pression, optimiser chaque aspect de ta vie vers un objectif. Ces compétences sont transférables. dans les 7 prochains jours, analyse ton emploi du temps. Identifie les cours qui t'apportent le plus de valeur. Repère les moments où tu peux optimiser. Planifie tes sessions d'études profondes. Commence ta désintoxication digitale. Supprime les apps de réseaux sociaux de ton téléphone. Installe des bloqueurs de sites sur ton ordinateur. Informe tes amis de ta nouvelle priorité. Investis dans ton système de soutien. Recherche des tuteurs potentiels dans tes matières faibles. Contacte des étudiants qui ont excellé dans ton programme. Rejoins des groupes d'études sérieux. Dans les 30 prochains jours, entre en mode excellence. Commence tes sessions de 2 à 3 heures de concentration absolue. Applique la stratégie d'optimisation des cours. Utilise la matrice de décision pour tes devoirs. Travaille intelligemment, durement et longtemps. Je te lance un défi. Applique toutes ces stratégies pendant exactement 30 jours. Pas en mode « je vais essayer », en mode « je m'engage à 100%. Pendant 30 jours, 0 distraction pendant l'étude. Cours optimisés selon la stratégie. Devoirs sélectionnés stratégiquement. Minimum 4 heures d'études profondes par jour. Engagement total. Au bout de 30 jours, compare tes résultats, ta maîtrise des matières, ta confiance académique. Je te garantis que tu ne seras plus la même personne. Souviens-toi de cet étudiant dont je t'ai parlé au début, celui de Hong Kong qui a obtenu 45 sur 45. Il n'était pas un génie, il n'avait pas de super pouvoir, il a juste appliqué ses principes avec une discipline absolue. Et devine quoi? Aujourd'hui, il est à Oxford. Il a reçu une bourse complète. Il a un avenir extraordinaire devant lui. Tout ça parce qu'il a compris le jeu et qu'il a joué pour gagner. Tu peux faire pareil. Tu as le même cerveau, le même potentiel, les mêmes 24 heures dans une journée. La seule différence, c'est le choix que tu vas faire maintenant. Le choix entre confort et excellence. Entre facilité et grandeur. Entre rester moyen et devenir exceptionnel. Si tu as regardé jusqu'ici, si tu as absorbé ces 5000 mots de stratégie, c'est que quelque chose en toi veut vraiment réussir. Cette flamme, ne la laisse pas s'éteindre. Nourris-la. Alimente-la. Transforme-la en un feu qui va propulser ta réussite. Je suis avec toi dans ce voyage. Chaque étudiant qui applique ces principes fait partie d'une communauté invisible d'excellence. Une communauté de ceux qui refusent la médiocrité. On ne se connaît pas personnellement, mais on partage le même objectif, la même mentalité, la même détermination. Et ensemble, on va dominer. Dans quelques années, quand tu seras dans l'université de tes rêves, quand tu recevras ton diplôme, quand tu réaliseras tes projets les plus ambitieux, tu te souviendras de ce moment, de ce jour où tu as décidé que ça suffisait, que tu allais arrêter de jouer petit, que tu allais devenir la meilleure version de toi-même. Et tu seras fier. Fier d'avoir eu le courage de faire ce que les autres n'ont pas fait. Fier d'avoir sacrifié le confort temporaire pour la grandeur permanente. Fier d'avoir transformé ton potentiel en résultat concret. Alors vas-y, ferme cette vidéo et commence. Commence maintenant, pas demain, pas lundi prochain. Maintenant. Ton excellence t'attend. On se retrouve au sommet. Let's go!